Déjà, bienvenue dans ce répertoire et puis bonne année 2021. Je vous souhaite le meilleur pour cette année. Vous savez, enfin, je sais bien ce qui vous fait plaisir pour cette année, donc je vous le souhaite à tous. Bien sûr, le plus grand succès cette année, on espère. Alors, aujourd'hui, on était limité à une dizaine dans le groupe, donc je vois qu'on est quasiment tous là, et puis de toute façon, les personnes vont pouvoir nous rejoindre en route. Juste avant qu'on commence, comme vous pouvez sûrement le voir, il y a la petite icône enregistrée. Je voulais juste savoir si c'était OK avec vous, puisque de toute façon, vous avez tous vos caméras coupées. Je me dis que ça pose pas de problème, mais je préfère vérifier. C'est juste parce que parfois, il y a ceux qui ont oublié de s'inscrire, qui me demandent s'ils peuvent pas avoir la rediffusion du répétitoire. Et puis, d'ailleurs, je peux vous donner le lien à vous aussi, si jamais vous voulez. Vu que moi, en général, je corrige tous les exercices les uns après les autres, ils aiment bien avoir accès. Donc, dites-moi déjà s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, qui me le dise, comme ça, je le fais pas. Et puis, Moi, ça me va. ouais, il y a personne qui est opposé. Je suis obligé de demander. Hein. Ok. Voilà. Et puis, si jamais vous voulez le lien pour la vidéo, vous m'envoyez un mail à victor.bouffier@etu.unijeu.ch. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai fait un peu le mauvais élève, c'est-à-dire que je vais faire cette série comment dire, avec les bases en fait, ce que j'ai gardé en tête. J'ai pas forcément préparé plus que ça, mais mon but c'est de vous montrer que finalement en physique, enfin en SFO et en physique, c'est vraiment la compréhension qui prime sur la. On n'est pas là pour apprendre le formulaire par cœur de A à Z, on est là pour vraiment comprendre certains concepts de base. Et là, vous verrez qu'on va utiliser 4 concepts de base, et puis ça va nous permettre de faire toute la série sans même faire trop de calculs, enfin quasiment pas. On va presque pas écrire. On va écrire des équations, on va voir qualitativement ce qu'elles veulent dire, mais je crois qu'il y a juste à la fin où il y a des applications numériques, mais on va utiliser les calculatrices, mais sinon très très peu. Donc, moi j'aime bien cette série pour ça. Voilà, donc on va procéder comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va d'abord faire un petit parcours du formulaire et ensuite on va prendre les questions un par un, une par une. Je sais qu'il y en a qui ont des questions par rapport à d'autres séries ou d'autres exos qu'on avait fait ensemble. Essayez de les amener, je crois qu'il y a des moments où on va s'approcher de ces concepts-là là, pour l'histoire de la vitesse limite là, pour deux charges, donc essayez de me la poser à ce moment-là. Voilà, donc le formulaire, le voici. Là, aujourd'hui, vous avez été un peu plus loin dans le cours, vous avez vu tout ce qui était, probablement tout ce qui était dipôle, etc. Mais là, dans cette série, on va vraiment s'intéresser exclusivement à ça, en fait. Hein. Ça va être juste ça qui est intéressant. Donc, toute cette partie du formulaire. Voilà. Et donc là, j'ai mis vraiment les 4 concepts j'ai mis les constantes aussi, mais c'est surtout ces 4 concepts-là qui sont importants. En fait, vous voyez qu'on a, déjà, oui, ça c'est la norme. On a des choses qui sont vectorielles, comme la force. La force, c'est un vecteur. Et puis le champ électrique E, c'est un vecteur aussi. Et puis la force qui s'exerce sur une charge Q, c'est cette charge Q fois le champ électrique E dans lequel celle-ci est placée. Hein. E étant un champ électrique créé par les autres charges, et pas par cette charge-là. D'accord. Donc ça, c'est important. F égale QE. Voilà. Ensuite, cette charge, c'est Q. E, c'est ce qui est créé par les autres charges. Et là, vous avez dans le formulaire tout un tas de E, des formules de E, qu'on vous donne selon la distribution de ces charges. Est-ce que ces autres charges, c'est juste une autre charge ponctuelle qui est à côté? Est-ce que c'est une plaque uniformément chargée? Est-ce que c'est deux plaques, etc., etc. Donc en fait, on vous donne plusieurs formules qui s'appliquent à différents cas. Voilà, donc en grossièrement, est-ce que j'ai une charge? Est-ce que j'ai une plaque ou est-ce que j'ai deux plaques? Voilà. C'est les 3 cas qu'on vous demande de savoir. Et là, dans cette série-là, en fait, vous n'aviez pas encore parlé des plaques, donc on va vraiment que utiliser ça, le fait que le champ électrique E créé par une charge, c'est Q sur 4pi epsilon 0 R2 pour sa norme, voilà, mais encore une fois, c'est un vecteur. Et puis on verra dans quel sens il pointe. Voilà, c'est toutes les quantités vectorielles. Maintenant, il y a une autre approche, c'est l'approche énergétique. Là, on n'utilise plus des vecteurs, on n'utilise que de l'énergie. D'accord. C'est exactement, vous vous souvenez, en fait, on pourrait faire le parallèle avec la mécanique, où on avait la force, on avait l'accélération, etc., etc. Et puis, on avait aussi l'approche énergétique avec ces histoires d'énergie potentielle, de travail, etc., etc. Et puis, en fait, selon l'exercice, on va utiliser une approche, l'approche vectorielle ou l'approche énergétique. Ça va être selon quoi. Mais finalement, ça dépicte la même réalité. Et donc là, voilà, l'approche énergétique, c'est que l'énergie potentielle d'une charge, c'est la valeur de cette charge fois le potentiel V dans lequel elle est placée. V, bien sûr, V dépend des autres charges, hein, comme tout à l'heure, E dépendait des autres charges, des autres QI. Je veux dire. Voilà. Et pareil, vous avez plusieurs formules pour V. Non, vous n'en avez qu'une. Voilà. Mais en fait, on aurait pu à chaque E, si vous voulez, correspond un V. Hein, donc on aurait pu vous donner des formules pour tous les E qui existent. Mais là, on vous donne juste la formule du potentiel V créé par une charge ponctuelle. C'est la seule qu'on vous demande de savoir.
Voilà, donc c'est vraiment les deux approches qu'il faut savoir. Et puis sinon, dans le... Je préfère mettre les bases au début, hein, ne vous inquiétez pas, on va faire les exos. Et puis sinon, il y a un autre truc. Ouais, alors, qu'est-ce qu'on va se servir ici? On va se servir de E, la charge de l'électron. Ça, c'est tout à la fin du formulaire, mais je vous dis où c'est parce que c'est juste pour que vous sachiez, pour pas que vous perdiez de temps à l'examen. On va se servir de... Alors, epsilon 0, oui, mais je le mets entre pointillés parce que vous verrez qu'on a une petite astuce. En fait, on va plutôt utiliser 1 sur 4 pi epsilon 0 qui fait directement un nombre rond. Donc, en fait, on va pas vraiment utiliser ce truc-là, mais je crois que ce 1 sur 4 pi epsilon 0, il n'est pas donné tel quel dans le formulaire. Donc, si vous ne savez pas l'astuce, vous seriez obligé de recalculer epsilon 0. On a la masse de l'électron, et puis là, on vous donne directement, vous voyez, charge de l'électron sur masse de l'électron. Ça vous paraît peut-être un peu abstrait, pourquoi je parle de toutes ces grandeurs, parce qu'on va les utiliser plus tard, hein, ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas des trucs à connaître. Donc là, on vous donne le rapport charge sur masse, et on verra que ça va être utile par la suite. Et puis quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Hein. Ouais. Ah non, le rayon de Bohr, on va utiliser dans le dernier exercice. Voilà. Le rayon d'un électron qui gravite autour d'un. Voilà, donc là, on a les bases, on peut faire tous les exos à partir de ça. Donc je sais pas si ça vous va comment ça fonctionner, mais moi ce que je propose c'est que en gros je prends les exos un par un et puis si vous avez des questions au fur et à mesure justement, ou alors suite à ce que je dis, vous pouvez bien sûr me les poser, m'interrompre à tout moment. Peut-être avant qu'on commence, vous avez déjà des questions auxquelles vous voulez que je réponde avant tout. Quelque chose que vous n'avez pas compris sur les bases, que vous voulez que j'explique avant qu'on commence? Non? Oui? Non? Bon. J'imagine que c'est non. Alors, proposition. Donc là, on a une particule P1 de charge Q1, voilà, de charge Q1 finalement. Alors on vous dit Q1 inférieur à 0. Voilà, donc je vais la représenter par un signe moins, ce sera plus explicite, mais finalement je ne sais pas si c'est très important dans cette question. La norme du champ électrique diminue lorsqu'on s'éloigne de la charge. Le champ électrique, on l'a dit tout à l'heure, la norme, en norme, attention c'est un vecteur, mais la norme c'est Q sur 4 pi epsilon 0 R2. Et donc vous voyez que si R augmente, si je m'éloigne de la charge, la norme du champ électrique va diminuer. Hein. Donc ça c'est vrai. B, le champ électrique est tangent aux lignes de champ. Donc là, jusqu'à présent, on parlait de la norme de E. Hein. Alors, en gros, vous avez retenu que pour une charge ponctuelle, vous avez des lignes comme ça qui font comme un soleil. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle les lignes de champ. Et finalement, les lignes de champ, comment on peut se dire, enfin, vous me direz à quoi ça sert. En fait, les lignes de champ, ça vous décrit finalement la trajectoire. Si j'amenais une autre charge à côté, et que d'un coup, imaginez que j'amène une autre charge ici, une charge négative aussi, eh bien, vers où elle irait, quoi. En gros, ça c'est ce que vous donne l'axe des lignes. Après, attention, il y a aussi un sens. Et là, je me rends compte que j'ai pas fait le bon sens. Le sens, il se trouve que quand c'est positif, ça va vers l'extérieur, quand c'est négatif, ça va vers l'intérieur. Donc là, on a une charge négative, hein, donc les lignes de champ pointent vers l'intérieur. Ça, il n'y a pas besoin de l'apprendre par cœur. Vous pouvez le trouver facilement parce que vous savez que F égale QE. Okay, et vous savez que les lignes de champ, elles sont orientées dans le sens de E. On est d'accord? Donc E créé par une charge négative, il va nécessairement vers la charge. Hein, il va nécessairement vers la charge. Pourquoi? Parce que vous savez que si j'approche une autre charge positive, par exemple, imaginez que celle-ci elle soit positive maintenant, et bien vous savez que l'attraction, elles vont s'attirer les deux. Hein. Donc vous savez que pour que F il aille vers la charge négative, c'est nécessairement que ce champ électrique E qui est créé par la charge négative allait vers le centre. Alors moi je trouve que c'est logique avec cette formule. Après, si vous voulez apprendre par cœur, vous le prenez par cœur. Mais... Donc le champ électrique il pointe vers Q1, ça c'est vrai. La B on n'y a toujours pas répondu. Le champ électrique est tangent aux lignes de champ. Oui effectivement. Hein. Donc en fait c'est la définition. Comment on fait pour tracer une ligne de champ? Bah, en fait on prend un point et puis on trace E. E, on a dit, va vers la charge, donc voilà, et puis on continue comme ça, et puis ça nous donne les lignes de champ en fait. Donc, par construction même des lignes de champ, les lignes de champ, ce sont ces droites qui suivent E, qui suivent le vecteur E. Voilà, et la D, la force de P1 agissant sur P2 de charge Q2 négative est attractive, donc autrement dit, que Q1 est négative, est-ce que de charge négative s'attire? La réponse est non, bien sûr, de charge négative se repousse, hein, vous savez bien ça. Voilà. Alors maintenant, autre question, ça va me permettre de... voilà. Donc là, j'ai lancé un sondage. Normalement, c'est un sondage anonyme, hein, bien sûr. C'est une question qu'on va utiliser plusieurs fois avec juste vrai-faux. Je vais vous dire la question. Je vais rajouter une proposition. Est-ce que est-ce que les équipotentiels sont perpendiculaires au champ électrique? Ok, ça s'est stabilisé. Juste. Alors. Ok, vous êtes quand même une majorité à avoir dit vrai. Hein, et vous avez raison. Alors, en fait, tout est dans le nom. Hein. Ligne de champ parallèle au champ électrique. Et puis équipotentiel, ce sont tout simplement des lignes en fait. Imaginez que je me place en un point, allez, je vais me placer là. Pour avoir la ligne de champ électrique, on a dit je suis le vecteur E, je vais vers la charge, hein, donc ça trace ma ligne de champ. Maintenant, si je veux l'équipotentiel, il faut que je dessine tous les points qui sont au même potentiel que ce point A.
le potentiel V, on a dit que c'était Q sur 4pi epsilon 0 R. Enfin, ce serait Q1. Hein. Donc cette charge A, elle est soumise à un potentiel qui vaut Q1 sur 4pi epsilon 0 R. Alors, tous les points qui sont au même potentiel de ce point A, pour avoir la même valeur V, il faut que R soit identique. Donc ce sont tous les points qui sont situés à une distance R, à cette même distance R, hein, si ça j'appelle R, voilà. Et vous voyez ici que j'ai un angle droit en fait, localement, entre ce champ électrique là et puis l'équipotentiel, j'ai un angle droit. Donc cette proposition, elle est bien correcte. Je vais juste regarder 2 secondes s'il y en a qui ont eu des problèmes avec le lien Zoom, parce que je sais que c'est pas forcément. Ouais, ok, je pense que c'est bon. Ok, ça va pour ces concepts, il y a une question ou pas? Ceux qui ont répondu faux, vous voyez pourquoi c'est vrai? Ou peut-être que ma question était un peu imprécise aussi. Hein. En fait, c'est localement, si vous prenez la ligne de champ en un point qui passe par un point donné et l'équipotentiel dans ce même point, oui, là, c'est perpendiculaire. Okay, bon, maintenant, question 2. Voilà, on a 3 charges. Ok. Donc, celles-ci, là, Q1 et Q3, elles sont fixées. Elles sont fixées, là, on va faire des croix, elles ne bougent pas. Et par contre, c'est Q2 qu'on va être amené à bouger. Et par contre, on vous dit Q2, elle n'a pas le droit de partir comme ça, hein, ça c'est hors de question, elle a juste le droit de se déplacer, elle est comment on dit, assignée à se déplacer sur un rail. Hein. Imaginez que c'est comme une perle qui serait percée et qui serait enfilée sur un rail. Alors, à l'équilibre, le champ électrique ressenti par Q2 est nul. Alors là, en fait, c'est plus de la mécanique. Hein. Vous savez qu'à l'équilibre, ça veut dire quoi? Quand ma charge est immobile. Hein. Quand est-ce que cette charge va être immobile? Quand sa vitesse sera nulle. Hein. Donc si sa vitesse est nulle, et puis surtout, du coup, elle est fixe, elle n'évolue plus, l'accélération sera nulle, hein, et puis la force sera nulle. Et si la force est nulle, ça veut dire que le champ électrique total sera nul. Donc E tot sera égal à 0, puisque la force ressentie par Q2, ça sera Q2 fois le champ électrique total. Hein. Ou attention, le champ électrique total, c'est la contribution de la charge 1 plus la contribution de la charge 3. Hein. Il y aura ces deux champs électriques. Mais ça, en tout cas, ça vaudra 0. E1 plus E3, le champ électrique total ressenti par Q2, il sera nul quand la charge ne bouge pas. Hein, parce que si jamais il n'était pas nul, elle se mettrait à bouger. Okay, voilà. Pour Q1 égale Q3, la position d'équilibre X2 sera 5 cm, hein, c'est-à-dire autrement dit au milieu. Hein, ça c'est vrai, on peut le vérifier facilement. Facilement pourquoi? Parce que la force, la norme de la force, si vous voulez, Q2 si jamais là, en gros elle va ressentir Q1, Q2, on imagine que c'est tous les mêmes charges, hein, Q1 et Q3. Q2, on s'en fout. Et là, ça va être Q1, Q2 sur 4pi epsilon 0 fois, alors, 5 10 moins 2 au carré. Ça, c'est la force que Q2 ressent à cause de Q1. Et la force que Q2 ressent à cause de Q3, ça va être Q3, Q2 sur 4pi epsilon 0. Encore, c'est 5 10 moins 2 au carré. D'accord? Donc, vous voyez bien que c'est les mêmes forces. Hein. Donc, sauf que vu que Q1 et Q3 sont identiques, imaginons par exemple qu'elles soient positives, du coup, il y aurait une force comme ça, qui serait égale. Hein, et puis du coup, on aurait un équilibre. Si Q1 est supérieur à Q3, alors la position d'équilibre est plus proche de Q3. Alors là, je viens de me rendre compte que, est-ce qu'on précise le signe des charges? Oui, il y a des charges positives, parce que sinon ça aurait peut-être changé le sens de cette question. Alors ça nous simplifie la vie, c'est que des charges positives, parfait. Donc là, ce que j'ai dessiné tout à l'heure, la flèche rouge, ça c'était la force de 1 sur 2. Alors que cette flèche rouge là, c'est la force de 3 sur 2. Alors maintenant, si Q1 est plus grand que Q3, qu'est-ce qui change dans cette formule? Et bien ce qui change, c'est que, imaginons que je pars du milieu, comme tout à l'heure, si Q1 est plus grand que Q3, et ben ce terme-là va être plus grand que ce terme-là, puisqu'il n'y a que Q1 et Q3 qui changent dans cette formule. Hein. Donc ça veut dire que cette force de 1 sur 2 va être plus grande. Hein. Donc c'est cette flèche qui va être plus grande. Donc finalement, la charge, elle va se déplacer par là, parce que la force de 1 sur 2 est plus grande que la force de 3 sur 2. Donc elle se déplace par là. Et puis qu'est-ce qui se passe? À mesure que la charge se déplace vers la droite, en fait ce qui va changer c'est R, la distance au dénominateur, elle va augmenter la distance entre Q1 et Q2. Et du coup, même si Q1 est plus grand, finalement, le fait qu'on divise par un R qui soit grand, ça va nous diminuer cette force et on va pouvoir retrouver un équilibre un petit peu plus loin. Hein, parce que du coup, si on se rapproche trop de Q3, vous voyez que la distance est très petite et du coup, même si Q3 est faible, il va pouvoir exercer une force suffisamment grande. Donc cette proposition est correcte. La position d'équilibre dépend de la charge de Q2. Non, en fait, la position d'équilibre, on pourrait la calculer facilement. La position d'équilibre, on a dit que c'était pour les deux forces qui seraient égales. Hein, donc Q1, Q2 sur 4pi epsilon 0, allez, on va expliciter la distance R, ici elle s'appelle tout simplement X2, voilà.
ça doit être égal à Q3, Q2 sur 4pi epsilon 0, et la distance à la charge Q3, en fait, ça c'est 10 moins x2. Voilà, donc en fait, ça c'est littéralement l'équation qui nous donnerait x. Si dans l'énoncé on vous avait dit Q1 égale temps, Q3 égale temps, vous pourriez trouver x. Et en fait, ce que veut vous faire dire cette proposition D, c'est que Q2 se simplifie dans cette équation. En fait, on s'en fout de Q2. Hein. Là, je simplifie. Hein. Vous inversez ça, et puis vous trouvez... vous avez l'équation qui vous permet de trouver x là. Hein, ça dépend que de Q1 et Q3. Voilà. Est-ce qu'il y a une question sur cette proposition? Non. Alors ça, c'est une question, malheureusement, ce ne sera pas aussi facile à l'examen. Une K', normalement, on va tester chaque item. Hein. On voit que c'est une ancienne question de type A qui a été recyclée en K'. Parce que si c'est pas sur OY, vous voyez ce que je veux dire, si c'est pas sur plus Z, ça peut pas être à la fois sur plus Z et sur plus Y. Les trois Y, les trois axes sont complètement différents. Donc, si vous trouvez une réponse, vous trouvez toutes les autres. Hein. Donc, ça, c'est plutôt caractéristique d'une question de type A, pas d'une question de type K', où normalement chaque item est indépendant. Donc, on a trois charges ponctuelles, vous voyez bien dans l'espace. Hein, on a le plan de la feuille, c'est XY, et puis Z qui sort de la feuille. Deux charges Q1, Q2 négatives, Q3 positives. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est... alors, c'est là... Pardon, parce que là, je vois pas, parce que j'ai ma... juste là. Ah oui, c'est la force, hein, c'est ça. Ouais, donc en gros, on veut savoir la force qui s'exerce sur Q3. Donc là, on utilise notre sacro-sainte formule, hein, F égale QE. Voilà, donc là, finalement, la force ressentie par Q3, ça va être Q3 fois le champ électrique des autres charges, donc E dot. J'aime bien mettre des indices, moi, parce que je trouve qu'on voit plus clair. Q3, et du coup, j'explicite le champ électrique total, c'est le champ électrique des autres charges, donc E1 créé par Q1 plus E2 créé par Q2. D'accord ? Et en plus, ça tombe bien, on veut juste savoir la direction, on ne va pas s'embêter avec des calculs. Alors, maintenant, que valent ces vecteurs E1 et E2? En fait, on va calculer E1, E2, et puis on va faire la somme. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la valeur de 1 et de 2 en ce point-là, hein, parce que bien sûr, la direction et la norme de 1 et 2 varient, je pourrais les calculer en n'importe quel point du plan. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette question, c'est la force subie par Q3, et donc je veux le champ électrique en ce point-là où se trouve Q3. Eh bien, vous savez que si je commence par la contribution de Q1 au champ électrique en ce point-là, là, je passe sur l'autre formule qui me donne le champ électrique E créé par une charge, hein, E1, ça va être Q1, en norme, c'est Q1 sur 4pi epsilon 0. R, alors R, c'est la distance entre Q1 et l'endroit où je calcule le champ. Donc je vais mettre R1,3, hein, c'est la distance entre Q1 et Q3. Ça, c'est pour sa norme. Sa direction, donc voilà. Sa direction, bah, en fait, c'est simple, j'ai qu'à faire une ligne entre Q1 et Q3. Et puis son sens, vous savez que Q1 est négatif, donc elle va créer un champ électrique qui va comme ça, qui va vers elle. D'accord ? Donc arbitrairement, je vais dire que cette distance-là, ça vaut justement cette charge 4 sur 4pi epsilon 0 R1,3. Hein, cette distance. Et en fait, on fait la même chose pour trouver la contribution de la charge Q2 au champ électrique en ce point-là. Le champ électrique E2 créé par Q2 en ce point-là, il est sur cet axe-là. Q2 est négatif, donc la direction c'est ça. Et puis, eh bien, la norme en ce point-là où se trouve Q3, E2, ça va être égal à Q2 en norme sur 4pi epsilon 0 R2,3. D'accord ? Et il se trouve que comme R1,3 égale R2,3, c'est-à-dire que les charges Q1 et Q2 sont toutes les deux, si vous voulez, à la même distance. Hein. Mon R, c'est ça, hein, ici dans l'histoire. Hein. Q1 et Q2 sont toutes les deux à la même distance de Q3. Du coup, en norme, ces champs vont être égaux. D'accord ? Et vu que E1 et E2 sont égaux en norme, quand vous allez les sommer, vous allez avoir un vecteur qui fait ça. Hein. Si là, je reporte, peut-être évident pour certains, mais si je reporte, mais là celui-là, je vais reporter là pour faire l'addition de ces deux vecteurs, E1 plus E2, ça nous donne un vecteur qui est confondu avec l'axe OX, même plus OX, on pourrait dire. D'accord ? Donc finalement, bah, celle-ci est fausse, celle-ci est fausse. Là, pas de bol, c'est pas vers moins X, c'est vers plus X. Cette proposition aurait été juste si on avait eu des charges Q1 et Q2 positives. Hein, parce que si Q1 et Q2 avaient été positives, je vais le faire en vert, on aurait eu E1 qui serait comme ça, et E2 qui serait comme ça, et en les sommant, on aurait eu ça. D'accord ? Mais là, on avait des charges négatives, et du coup, ça tombait sur plus X. Voilà, donc ça, c'est faux. La C, elle est fausse. Et puis, en fait, la D est vraie par conséquence de ce qu'on a trouvé. C'est-à-dire que si le champ total et la force totale, elle est vers plus X, bah, nécessairement, sa composition sur Y et sur Z est nulle. D'accord ? Donc voilà pourquoi celle-ci est vraie. Question par rapport à ça? Non? Ok, on avance alors. Ah, voilà. Alors ça, là on va rentrer dans le vif du sujet, là.
Ça, c'est vraiment ces questions qualitatives. Là, on vous demande de choisir entre 5 schémas. Ça en rappellera des souvenirs pour certains, mais là, c'est effectivement, il faut commencer à réfléchir, quoi. Donc, attention aux signes des charges, hein, et attention à leur valeur. Ça peut tout changer sur ce genre d'exercice. On a 4 sommets, et la question, c'est, on veut juste savoir le champ électrique en P. On veut savoir sa tête. Hein, dans quel cadran il pointe. Ok. Et bien, pour ça, alors là, moi, la question, elle est directe. Hein, on ne parle même pas de force. Donc, on a juste à écrire que le champ électrique total en ce point P, c'est égal à la contribution. Alors, on va se donner des références. Hein. Ça, on va dire que c'est 1. Ça, on va dire que c'est 2. Et la charge négative, là, qui va un peu nous embêter, on va dire que c'est 3. Donc, c'est la contribution de 1 plus la contribution de 2 plus la contribution de 3. Hein, puisque ces 3 charges contribuent à faire un champ électrique au point P. Ok, ça marche. Et alors là, on va faire un truc qui est, quand on fait du qualitatif, si vous voulez, il faut qu'on ait une base, il faut qu'on ait une référence, un peu comme un étalon. Donc notre étalon, ça va être, si vous voulez, on ne vous donne pas de nombre ici, on vous dit juste que là, on a Q, et ici on a moins Q, mais on ne dit pas si c'est 1 coulomb, 2 coulomb, 3 coulomb, et quelque part, c'est parce que ça nous est égal. Mais en gros, E1, c'est Q sur pi epsilon 0 T en norme, et puis, alors la direction, c'est ça, hein, puisque je trace une ligne entre la charge Q1 et ce point P, où je veux calculer le champ, et puis sa direction, vu que 1 est une charge positive, ça va par là. Okay. Donc je vais le faire en rouge. Là, on a trouvé notre champ électrique E1. Bon, jusque-là, je pense qu'il n'y avait pas de souci, hein, c'est ce qu'on a fait depuis tout à l'heure. Mais c'est là où ça devient intéressant. Donc ça, en fait, ça vaut une certaine valeur. Et c'est cette valeur qu'on a représentée par cette flèche, si vous voulez. Ça, on dit que une flèche de cette grandeur, si vous voulez, une flèche de cette grandeur, voilà. Une flèche de cette grandeur, ça représente cette quantité Q sur 4 pi epsilon 0 D. Alors, on pourrait faire la même chose pour 2, et on trouverait du coup E2 qui serait comme ça, hein, okay, qui vaut exactement la même chose. Pourquoi? Parce que la valeur des charges entre 1 et 2 est identique, elle vaut plus Q, le signe est le même, hein, donc ça fuit la charge, et la distance, encore plus important, la distance est bien la même. Donc. Alors, quand je vais faire E-tot, je vais faire déjà E1 plus E2, et ensuite je vais rajouter E3, d'accord. E1 plus E2, si je les somme, je vais avoir un vecteur qui fait ça, que j'appelle E1, 2. Après, je vais devoir rajouter E3, et puis ça donnera le champ. Quelqu'un peut me dire la valeur de E12 par rapport à E12 égale un certain nombre fois, en norme, et il y a un certain nombre de K fois E1. Est-ce que quelqu'un peut me dire la valeur de ce nombre K? Vous voyez ce que je veux dire? En gros, imaginons que le champ électrique E1, il vale 1. Que vaut le champ électrique E1 plus E2 en norme? 2, non? Ah, bah non, parce que regarde, si E1 vaut 1, ce qui vaudrait 2, ce serait cette distance-là. Or, là, la diagonale, tu sais bien qu'elle est plus courte, tu vois? Ouais. Parce qu'en fait, on additionne des vecteurs. C'est pour ça que c'est important que j'insiste, on additionne des vecteurs, là, on n'additionne pas des nombres. Et du coup, si E1 vaut 1 et E2 vaut 1, E1 plus E2 ne vaut pas 2, puisqu'on a additionné les vecteurs, ce qui compte, c'est cette distance-là. Ah, il y a quelqu'un qui a répondu dans le chat, qui est probablement à la bibliothèque. Ouais, c'est ça. Ouais, alors, soit on fait un théorème de Pythagore, mais alors plus simple, il y a quelque chose qu'il faut que vous reteniez. C'est que si j'ai un carré, quand j'ai un carré, la diagonale d'un carré, c'est le côté fois la diagonale, c'est le côté fois racine de 2. Ça vous servira toute votre vie, ça. Hein, si vous êtes, bon, imaginons que la plaine de Plain-Palais soit un carré. Si vous voulez traverser la plaine de Plain-Palais, vous allez pas faire ça. Vous allez faire ça, d'accord, hein. Par contre, si vous êtes à New York et que vous avez une ville constituée de blocs, eh ben vous êtes piégé, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas couper. Vous êtes obligé de faire ça. Donc en fait, que vous fassiez ça, vous calculez la distance, c'est la même. Vous n'avez que sur deux directions. D'accord? Donc retenez bien ça, hein, la diagonale d'un carré, c'est côté fois racine de 2. Et ça va me servir, hein, parce que du coup, en gros, je sais que ça va me servir. Bon, maintenant, je vais dessiner le champ électrique E3 créé par Q3. Alors là, je mets du temps pour expliquer, mais honnêtement, une fois qu'on a compris cette approche, moi, je l'ai fait en 20 secondes, hein, celui-là. Alors, un truc qui est important maintenant, c'est, je vais faire un autre sondage. Alors, la question est la suivante. Si je double la distance, alors je divise par 2 la norme du champ électrique. Vrai ou faux? A, c'est vrai, B, c'est faux. Tu peux répéter, s'il te plaît? Alors, la question c'est la suivante, c'est si je double la distance, imagine tu as deux charges, je double la distance entre ces deux. J'étais à une certaine distance, maintenant je suis à 2D. Est-ce que je divise par 2 la norme du champ électrique? Est-ce que c'est vrai, ça? Ou est-ce que c'est faux? Vous êtes 3 à avoir répondu, 5, 6, ok, c'est bien, vous avez tous répondu quasiment. Alors, ok, vous êtes finalement assez orienté vers la bonne réponse, qui est faux. Est-ce que ceux qui ont répondu faux peuvent me dire la vraie réponse? Si je double la distance, alors le champ électrique est divisé par combien? On m'a dit ça dans le chat, par 4. Ouais. Alors attention, Pablo, bien sûr, quand il dit somme, c'était ce qu'il y avait la question d'avant. Hein. Là c'est le carré. Hein.
Donc si je double la distance, le champ électrique, il sera divisé par 4. Si je triple la distance, il sera divisé par, quelqu'un? 9. Par 9, hein, pas par 6, hein, attention. Donc on met au carré. Voilà. Donc là, si je veux savoir, revenons à cette charge moins Q là, elle se trouve là. Donc la contribution E3 au point P va être portée par cette droite-là. Vu que la charge est négative, ça va aller dans ce sens-là. Par contre, quelle est la valeur, si vous voulez, par rapport à cette flèche, imaginons, on a dit que cette flèche droite, elle valait 1, cette flèche en diagonale, elle vaut racine de 2. Maintenant, cette flèche, si je veux représenter E3, à votre avis, ça vaut combien par rapport à 1 ou par rapport à racine de 2? Alors, pour vous aider, par rapport à cette distance-là qui valait D, hein, entre P et les charges 1 et 2, ça valait D. Maintenant, cette distance-là, entre Q3 et point P, elle vaut quoi? On a dit, elle vaut racine. Enfin, c'est encore une autre application, c'est pour ça que je vous dis de revenir. Ça vaut D fois racine de 2, ça. La distance, on l'a multipliée par racine de 2. Vrai, hein? Si j'ai multiplié la distance par racine de 2, je divise la norme du champ électrique par 2. Ouais, par racine de 2 au carré, c'est-à-dire 2. D'accord? Donc, c'est-à-dire que par rapport à mon champ de référence qui valait 1, en norme, le champ électrique créé par la charge 3 sera 2 fois plus petit. Donc, ce que je fais, c'est que je prends la moitié de 1. Hein. Donc, en norme, ça vaudrait 0,5. D'accord? Donc, finalement, si je veux faire E1 plus E2, on a dit que ça valait racine de 2, plus E3 vecteur, et ben en fait, ça va toujours être, la somme va toujours aller dans ce sens-là, hein, puisque j'ai fait ça, plus ce vecteur là. Okay, bien sûr, il faut racine de 2, ça vaut à peu près 1,4 à la calculatrice, hein, c'est plus grand que 1. Donc quand je fais racine de 2 moins 0,5, c'est pour ça que ça vaut toujours, ça reste toujours dans ce sens-là. Hein. Ça va pour celui-là? Ça c'est vraiment important. Vous verrez, pour l'autre exercice, on va se servir de la même chose. J'ai juste une petite question. Comment est-ce que vous savez au début que le champ de 1 et 2 s'éloigne du point P? Alors, parce que 1 et 2 sont des charges qui sont positives. Donc quand tu as une charge positive, je te rappelle de cette image, si tu as une charge plus, les lignes de champ, elles vont comme ça. Ça, c'était pour 1 et 2. Hein. Et pourquoi elles vont comme ça? Parce que vu que F égale QE, si tu approches une autre charge positive, tu es d'accord qu'elles doivent fuir 1 et 2, elles doivent aller vers l'extérieur. Donc, ça, pour une charge positive, les lignes de champ, et donc le vecteur E, hein, c'est pareil, fuient la charge. Alors que pour une charge négative, comme Q3, eh ben, les lignes de champ convergent vers les charges. Ok, merci. D'autres questions? C'est vraiment important celui-là, je pense que c'est le plus important de tous. Bon, ok. Ouais. Juste pour... En fait, j'ai pas trop compris comment on en arrivait à dire que E1 et E2, c'était racine de 2. Ouais. Alors en fait, on a juste fait la somme de deux vecteurs. Hein. On a dit E1 et E2, ils valent la même chose en norme, mais ils valent tous 1, mais il y en a un qui est horizontal, l'autre qui est vertical. Je fais E1 plus E2, la somme de deux vecteurs. Donc je pars de là, je fais E1, tac, j'arrive ici. Et maintenant, j'ajoute E2, donc c'est pour ça que j'ai fait un pointillé, j'arrive là, d'accord? Donc finalement, le vecteur E1 plus E2, c'est un vecteur qui part de là et qui arrive là. Quelle est cette distance-là? C'est la diagonale d'un carré de côté qu'on a dit égale à 1. Et vu que la diagonale, c'est racine de 2 fois le côté, et ben c'est racine de 2. Racine de 2 fois 1 égale racine de 2. D'accord? Alors, ça, d'où ça vient le fait que la diagonale d'un carré vaut racine de 2 fois le côté? Ça, c'est Pythagore. Hein, parce que la diagonale au carré, c'est égal à 1 au carré plus 1 au carré, égale 1 plus 1 égale 2. Hein. Du coup, si la diagonale au carré vaut 2, c'est que le diagonale vaut racine de 2. Ça répond à ta question? Ah oui, merci. Alors, allô? Ouais. Juste pour, c'est quoi racine de 2 moins 0,5? Alors ça, si tu veux, c'est la norme du vecteur vert que j'ai représenté. En vert, ici, j'ai, celui-là, c'est E1 plus E2 plus E3, d'accord? E1 plus E2, on a dit qu'il valait racine de 2, et après, j'ai ajouté E3 vecteur qui allait dans l'autre sens. Et E3 vecteur, on a dit qu'il valait 0,5 par rapport à E1. E3 vecteur, en norme, il vaut la moitié du champ électrique créé par les charges 1 ou par la charge 2, c'est pareil, ok? Donc, pour avoir la somme, je fais vecteur rouge, somme des champs électriques 1 et 2, plus vecteur bleu, champ électrique créé par la troisième charge. Et du coup, pourquoi il vaut la moitié des... Ah, t'es venu en cours ou t'as suivi? Comment ça? Oui, j'ai pas en cours, j'ai suivi. Ah, ok. Non, mais je parlais pas du cours du prof, je me demandais si t'avais... Ok, non, je l'explique alors, non, parce que parfois j'ai des gens qui se connectent après, et du coup, je me demande si... Mais bref. Alors, pourquoi ça vaut non, j'étais là, j'étais en train d'écrire, c'est bon. Ok, non, pas de problème, c'est pas de souci. Ok, pourquoi ça vaut la moitié? Alors, et ça c'est hyper important. Hein. Dans la formule, on a dit tout à l'heure, on a la formule du champ, c'est Q sur 4 pi epsilon 0 R2. Donc, si tu multiplies par 2 la distance, tu divises par 4 la norme du champ. On est d'accord? Oui. Ouais. Donc, si je multiplie pas par 2, mais par racine de 2
la distance, alors je vais diviser la norme du champ par de 2 au carré, donc je vais diviser la norme du champ par 2. C'est pour ça que E3 est 2 fois plus petit que E1. Parce que je vois que la charge moins Q ici est située à une distance du point P qui est racine de 2 fois plus grande que là. Tu vois? Ouais, ok, merci beaucoup. Donc tu vois, on s'en est servi 2 fois de ce racine de 2. On s'en est servi pour calculer E1 et E2, et puis on s'en est aussi servi pour calculer la norme de E3. Donc à 2 reprises différentes, on a eu besoin de cette astuce. Ok, enfin, Okay. D'autres questions? N'hésitez pas, hein, parfois il y a des choses sur lesquelles je vais rapidement, parce que je sais qu'il y en a qui surtout parce qu'on doit finir la série à l'heure, mais aujourd'hui ce sera important de vraiment finir à l'heure. Pas d'autres questions? Ok. Ah voilà, bon, là on a parlé vecteurs. Comme je vous dis, il y a 2 approches, soit l'approche des vecteurs, soit l'approche des potentiels avec l'énergie, etc. Donc là quelque part c'est plus simple, parce qu'on va pas s'embêter avec toutes ces directions, on a juste des nombres. Donc on a 2 charges, ok, il y en a une qui est négative, hein, attention, et une qui est positive. Donc là attention que le milieu n'est pas un point d'équilibre, puisque négative et positive, hein, ça va pas marcher. On vous dit les points plus 9 et moins 9, j'imagine que c'est des mètres. Ouais, les coordonnées sont en mètres. On fixe le potentiel nul à infini, ça c'est important. Enfin, c'est important, c'est un petit rappel de cours qu'on va faire. Ok, alors le potentiel XA vaut tac, potentiel XB vaut tac. On va devoir calculer les potentiels hein, avec V égale Q sur 4 pi epsilon 0 R. Très bien. Et après, bon, on verra pourquoi on vous demande ça en fait. On va y répondre, hein, mais je vais juste prendre d'abord toutes les propositions. Il faut fournir un travail pour déplacer une charge positive de A vers B. Alors, c'est là où en fait on peut répondre à la C sans, en fait, on verra que soit tu as une approche calculatoire et tu vas faire le potentiel en A, le potentiel en B, et ensuite tu vas trouver avec une certaine formule que tu peux, à partir du potentiel, trouver le travail, soit tu raisonnes à la main. Et pour la C, en fait, on peut très bien raisonner à la main. Regardez. Est-ce que imaginez-vous, vous êtes un opérateur, vous manipulez une charge positive. Vous partez d'ici avec une charge positive et vous l'amenez ici. Est-ce que ça va être facile ou est-ce que ça va être difficile? Sans faire calcul. Ouais, difficile parce que vous avez une charge positive. Donc, si vous la déplacez là, bah, déjà, vous vous rapprochez d'une charge positive. Donc, vous allez devoir déjà aller contre son gré. Et en plus de ça, vous êtes en train de casser l'attraction qu'il y a entre cette charge négative et la charge positive. Donc, d'un côté comme de l'autre, en fait, vous êtes à contre-courant, si vous voulez. Entre guillemets, à contre-courant. D'accord? Donc, clairement, il va falloir que vous fournissiez du travail. Hein, ça ne va pas se faire tout seul. Voilà pourquoi là, c'est vrai. Bon, ceci dit, on va faire une analogie avec la pesanteur. Quand vous aviez une charge, quand vous déplacez, donc là, analogie avec gravité, on va faire ici, et puis électrostatique ici. Quand vous déplacez une charge entre A et B, vous avez une astuce en fait. Le travail, vous n'allez pas commencer à faire la force scalaire, le déplacement, l'intégrale, non. Vous avez une astuce, vous savez que le travail pour aller de A à B, quand vous avez des forces qu'on appelle conservatrices, vous faites l'énergie potentielle en B moins l'énergie potentielle en A. Voilà, ça c'est une astuce qu'on a. On a inventé ces énergies potentielles pour simplifier la vie. Okay, et vous savez que du coup, vous faites mgzb moins mgza. Et ça vous donne le travail qu'il faut fournir pour déplacer la charge de A à B. Et mieux que ça, en fait, vous faites, allez, on va dire m fois... Ouais, bon, on va dire ça. On verra si on peut faire une autre analogie. Et ben, pour l'électrostatique, c'est pareil. Les travails, bon là, on n'est pas dans les mêmes forces, mais en fait, vous pouvez faire la même chose. C'est-à-dire que cette formule, elle est générale. Le travail pour déplacer ma charge de A à B, c'est l'énergie potentielle électrostatique, cette fois, en B, moins l'énergie potentielle électrostatique en A. Et là, on utilise la formule qui est que l'énergie potentielle électrostatique, hein, c'est égal, alors, dans lequel, pour une charge Q, c'est égal à Q fois le potentiel dans lequel se trouve cette charge Q. Donc là, ça va être égal à Q fois, alors on parle de cette charge positive, hein, c'est elle dont on parle quand on dit Q. Hein. Q fois le potentiel électrostatique en B, moins Q fois le potentiel électrostatique en A. Okay, donc ça va être Q fois VB moins V1. Et du coup, vous voyez qu'en fait, on pourrait répondre à cette question si on répondait au A et au B. Hein. Si on calcule le potentiel en B et le potentiel en A, on a juste à faire Q positif fois VB moins VA. Si c'est positif, ça voudra dire qu'il faudra fournir du travail. Et si c'est négatif, qu'au contraire, ça va se faire tout seul. Bon, allons-y. Alors là, clairement, c'était pas nécessaire juste pour répondre à la C de faire ça. Hein, il vaut mieux faire avec les mains. Mais vu qu'on doit de toute façon calculer le potentiel en A et le potentiel en B, ben voilà, on va le faire. Alors la formule, on l'a dit, c'est Q, alors potentiel en A. Alors, comme pour les champs électriques, le potentiel en A, c'est le potentiel en A généré par Q1. Je mets 1, c'est juste pour qu'on s'y retrouve, hein, c'est pas un exposant. Pardon. Donc le potentiel en A, il a deux contributions. La contribution de la charge 1 plus la contribution de la charge 2. D'accord? La contribution de la charge 1, ça va être la charge 1, moins 1, 10, moins 6, sur
4 pi epsilon, alors fois 1 sur 4 pi epsilon 0, et là je mets fois 1 sur R. Hein, donc 1 sur cette distance-là, entre A et ça, j'ai 6, hein, 6 et c'est des mètres. Hein. Ouais, voilà. Et alors là, c'est là où je reviens au formulaire. Je vous ai dit tout à l'heure, alors soit vous avez epsilon 0 tag, vous faites 1 divisé par 4 pi epsilon 0, et puis vous, voilà, ça vous fait un calcul un petit peu long. Il y a une petite astuce qu'on va utiliser là, c'est que, je sais pas si c'est écrit, je crois pas que c'est écrit dans le formulaire, c'est pour ça que je vous le dis, 1 sur 4 pi epsilon 0, ça vaut 9 10 puissance 9. Ça fait revenir 9, 9. Donc voilà, c'est que des plus, c'est 9, 9, 9, hein, donc 9 10 puissance 9. Du coup, ça simplifie les calculs, hein, parce que là, ça nous fait du coup, ici, ça va nous faire en gros moins, ici on va avoir 10 puissance moins 6, sur 9, ah non, pardon, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, hein, qui vaut ça, fois 9 10 puissance 9, et je divise ça par 6, ok. Et puis, donc ça, attention, c'était juste la contribution de la charge 1. Maintenant, je dois faire la contribution de la charge 2. Donc, la contribution de la charge 2, ici, ça va être plus 10 puissance 6, 10 puissance moins 6, fois toujours moins sur 4 pi epsilon 0 qui vaut 9, 9. Et tout ça, je divise par, cette fois-ci, la distance vaut 9 plus 3, 12. Okay. Alors, finalement, en fait, le calcul revient à faire, alors 10 moins 6 fois 19, ça vaut 1000. Hein. 1000 fois 1 douzième moins 1 sixième, qui vaut moins 2 douzièmes, ce qui vaut 1000 fois moins 1 douzième. Et normalement, vous trouviez quelque chose de négatif, mais est-ce que vous trouviez moins 750? Je suis en train de me demander si on devait trouver ça. Vous voyez si vous trouvez dans le calcul ou pas? Vous avez trouvé ça? Oui, mais j'ai pas fait comme vous. J'ai trouvé moins 750, mais j'ai pas du tout fait comme Oui, vous. c'est bien, j'avais trouvé moins 750 aussi. Attends, c'est bien Q 10 moins 6 sur 4 pi epsilon 0. Ah oui, je vais multiplier par 9. Oui, c'est ça. Et c'est ça, donc voilà. C'est 9000. Voilà, donc 9000, vous divisez 9000 par 12, et en fait, ça va vous donner 150. Ça va vous donner moins 950. Moins 750. Voilà. Ok, donc ce qui est important, c'est de voir c'est que le potentiel en A est négatif. Hein. Et le potentiel en B, il était quasiment juste, mais normalement, c'était juste un signe de plus à la place, si on fait le calcul, hein, c'est bien ça? Oui. Ouais. Donc vous voyez qu'en fait, alors le fait que le potentiel en là, bon là, vous demandez de vérifier la norme, donc vous êtes obligé de faire le calcul. Mais le fait que le potentiel en A soit négatif et que le potentiel en B soit positif, ça c'est obligé. Parce que si vous voulez, dans la formule, là on a du Q sur 4 pi epsilon 0 R en norme, en valeur absolue. Donc là, je suis plus près de la charge négative que de la charge positive. Donc en gros, là, je vais avoir quelque chose de négatif fois 1 sur 4 pi epsilon 0 R. Hein. Tout ça, ça va être, vu que le R est plus petit, le 1 sur 4 pi epsilon 0 R va être plus grand. Hein. Plus je suis près, plus le potentiel est grand, en valeur absolue. Donc vous voyez qu'en fait, la contribution, plus je suis proche de la charge, plus la contribution au potentiel est grande. Okay, donc là, je suis plus proche de la charge négative, donc le potentiel en A est négatif. Alors que là, en B, je suis plus près de la charge positive, donc le potentiel en B est positif. Et maintenant, la D, le travail calculé à la question C dépend de la manière dont on fixe le potentiel à l'infini. Là, on nous dit le potentiel à l'infini, il vaut 0. Mais en fait, ce que vous avez vu, c'est que le potentiel, ça dépend juste, c'est toujours valable à une constante près. Hein. C'est comme pour l'énergie potentielle, en général, on prend 0 au niveau de la mer. Et vous savez que parfois, si vous avez la mer ici, la mer qui est vague, tout ça, vous avez des endroits dans le monde qui ont une altitude négative en fait, parce que la Terre descend, se creuse, et vous avez des endroits dans le monde qui ont des altitudes de moins 200 mètres, je crois. Ça existe. Donc vous voyez qu'en fait, la référence, est-ce que vous la prenez au niveau de la mer ou est-ce que vous la prenez ici? C'est pareil pour l'énergie potentielle. En fait, on peut choisir la référence, un potentiel nul, un MGZ qui serait nul, une énergie potentielle qui serait nulle pour une altitude donnée. Hein. C'est toujours à la constante près. Et en fait, le potentiel, quand on dit V égale Q sur 4 pi epsilon 0 R, vous voyez, quand R, si je remplace R par l'infini, c'est bien ça qui me donne un potentiel qui est nul à l'infini. Mais je pourrais très bien dire que, allez, je choisis le potentiel nul ici, par exemple, ici. Et à ce moment-là, il aurait fallu ajouter une constante pour que ça s'annule quand je me trouve là. Mais bon, voilà. C'est juste un petit détail. Oui, voilà. Et alors, pourquoi le travail ne dépend pas? Parce que quand vous faites le travail, vous faites l'énergie potentielle en B moins l'énergie potentielle en A. Donc, en fait, vous faites du Q fois VB moins VA. Donc, même si vous rajoutez, par exemple, un potentiel, si on a VB' qui vaut VB plus un potentiel, plus une constante, si on change la constante, si vous voulez, et bien, si je change la constante dans cette nouvelle énergie potentielle, VA' qui vaut VA plus V0, bah, quand je vais faire VB' moins VA', si vous voulez, ces V0-là, ils vont se simplifier. De toute façon, je fais un potentiel moins l'autre. Donc, quand je prends, même si je rajoute une constante, ça ne change rien dans le travail, dans le calcul du travail. Bon, cette question, c'est un peu une question,
c'est une question enfin, il n'y a pas vraiment grand-chose à expliquer, hein, c'est juste qu'il ne faut pas se faire piéger que la piloréaction, c'est une réaction physiologique avec une contraction du muscle. On a du muscle lisse qui se trouve au niveau des poils, des racines des poils, et du coup, c'est ça qui permet de ériger le poil. Et du coup, c'est pas une interaction électrostatique, effectivement, contrairement à ce qui se passe quand on approche un pull qu'on a frotté près des cheveux. La foudre aussi, et l'attraction des aimants, tout ça, vous allez voir, c'est plutôt de la magnétostatique hein, et pas de l'électrostatique. Bon, ça, c'est plus du coup, on va pas passer trop là-dessus. Je regarde juste ce qu'il nous reste. Tac, tac, ouais, ok. Je regarde juste le temps parce que malheureusement, on doit finir à l'heure, là. Ok, c'est bon, je pense qu'on est bon. Alors, celui-là, il était un peu plus dur, je trouve. Alors, on a une situation 1, et ce qui se passe, c'est qu'on va amener cette charge par là, hein, et du coup, on se retrouve dans ce cas-là, une fois qu'on a déplacé la charge. Donc, ici, quand je suis dans ce cas-là, si tu veux, ma charge là, elle est soumise à un potentiel V qu'on va appeler V1, et quand elle se trouve ici, là, elle est soumise à un potentiel qu'on va appeler V2. Okay, voilà. Donc finalement, on pourrait se demander, est-ce que la charge 1, est-ce qu'elle se trouve dans un potentiel qui est plus élevé ou dans un potentiel qui est plus faible? Donc on regarde la différence de potentiel entre les deux situations, hein, le potentiel final V2 moins le potentiel initial V1. C'est ça qu'on regarde par différence de potentiel pour cette charge qui s'est déplacée. Mais attention, le potentiel V2 et le potentiel V1, c'est-à-dire quand je dis 2 et 1, attention, c'est V final moins V initial. Hein. Mais attention, ce potentiel final et ce potentiel initial, à chaque fois, ils dépendent de plusieurs charges. Hein, puisque en ce point-là, le potentiel V1, il a une contribution qui vient de cette charge-là. Je vais dessiner ça autrement. Il a une contribution qui vient de cette charge-là, une contribution qui vient de cette charge-là, et une contribution qui vient de cette charge-là, si vous voulez. Hein. Donc, les trois charges, qu'on va appeler A, B et C, vont contribuer au potentiel V1. Donc, si je calcule, on va commencer par V2. Hein. V2, c'est final, hein, donc attention, je suis dans tout ce que j'ai encadré ici. Le potentiel dans lequel se trouve ma charge, désormais, ça va être, alors, moins Q, et ici là j'ai moins Q, et là j'ai dit que c'est plus Q, et là j'ai moins Q, plus Q encore. Ça va être moins Q sur 4 pi epsilon 0 fois 2D, hein, puisque la distance, elle se trouve à 2D. Voilà. Donc ça, c'est la contribution de la charge négative. Ensuite, je vais avoir Q sur 4 pi epsilon 0 fois D. Ça, c'est la contribution. Ça, c'était la contribution de la charge A. Ça, c'est la contribution de la charge qu'on a appelée B. Et je dois ajouter aussi plus Q sur 4 pi epsilon 0. Alors là, c'est cette distance-là. D'accord? Qu'on va appeler L. Donc, on verra que c'est pas important comment on l'applique. Maintenant, donc ça, c'est mon potentiel final. Maintenant, mon potentiel initial, ça va être, alors, je vais l'écrire dans une autre couleur, en vert. Mon potentiel initial, en ce point-là, encore une fois, la contribution des trois charges. Je commence par la contribution de la charge négative. Ça va être moins Q sur 4 pi epsilon 0 fois alors cette distance-là, qui sépare les deux charges négatives, grand D. Ensuite, la contribution de la charge positive plus Q sur 4 pi epsilon 0 fois, alors si je prends la charge B, hein, pour respecter l'ordre, elle se trouve initialement à cette distance-là, qu'on a appelée tout à l'heure L, plus Q sur 4 pi epsilon 0 fois, alors maintenant, ce que je regarde, c'est la contribution de la charge C au potentiel. La distance, ici, c'est ce qu'on a appelé petit d. Voilà, donc ça, c'était la contribution de A, ça, c'était la contribution de B au potentiel, et ça, c'était la contribution de la charge C au potentiel. A, B, C sont ces notations. Okay. Donc, en fait, ce que vous voyez, c'est que quand je fais V2 moins V1, en fait, ça, je vais faire une autre couleur, ça, c'est-à-dire la contribution du potentiel des deux charges positives, et ça, quand je fais V2 moins V1, si je fais ça moins ça, et ben en fait ça va simplifier. Parce que regardez, là j'ai Q sur 4 pi epsilon 0 D, petit d, plus Q sur 4 pi epsilon 0 L, et là j'ai Q sur 4 pi epsilon 0 L, plus Q sur 4 pi epsilon 0 petit d. C'est pareil. Donc quand je vais faire V2 moins V1, ça et ça va simplifier, et en fait je vais juste faire le moins Q sur 4 pi epsilon 0 2D, plus le moins Q sur 4 pi epsilon 0 grand D. Donc autrement dit, je vais faire V final moins initial, mais dans mes potentiels, seul va importer finalement la contribution de cette charge A, puisque la contribution des autres charges au potentiel total se simplifie entre l'état final et l'état initial. C'est un peu une coïncidence. En fait, il se trouve que pour cet exercice, quand on déplace cette charge de là à là, et ben finalement, la contribution des charges positives au potentiel total ne change pas cette différence de potentiel final et initial. Vous voyez le truc, c'est un petit peu
c'est un petit peu tordu, mais voilà pourquoi. Alors la A, c'était la différence de potentiel pour la charge qui se dépasse dans les deux, aurait été la même en l'absence des charges positives. Et bien effectivement, c'est vrai. Parce que si jamais j'avais pas eu de charge positive, dans mon calcul, j'aurais toujours eu ça. Ça aurait pas existé et j'aurais eu ça. Et du coup, bah, finalement, j'aurais trouvé le même calcul. D'accord? Voilà pourquoi la A est vraie. C'est un petit peu tordu, hein, mais effectivement, c'est pour voir si vous avez compris que dans le potentiel, enfin, faut pas confondre le potentiel final et le potentiel initial. Et puis à chaque fois, dans le potentiel, on a la contribution de toutes les autres charges qui ont une influence sur notre charge cible. Alors, la B, encore une fois, on va la résoudre avec les mains. Est-ce qu'on a fourni du travail pour passer de 1 à 2? Alors, on a dit que la différence de potentiel, elle ne dépend pas des charges positives. Hein. Donc, on va faire comme si elle n'existait pas. Hein, on a le droit. Et du coup, si je fais comme si ces charges positives n'existaient pas, regardez, j'ai une charge négative qui est initialement distante d'une grande distance grand D, ici. Et puis, à l'état final, la distance de ces deux charges négatives vaut 2D. Et on vous dit que 2D, c'est plus petit que grand D. Hein. C'est important de se marquer là. Du coup, qu'est-ce que vous avez fait? Au final, c'est comme si vous n'aviez fait que rapprocher deux charges négatives l'une de l'autre. Si vous rapprochez deux charges négatives l'une de l'autre, effectivement, vous avez lutté contre une force, donc vous avez fourni un travail positif. Voilà pourquoi c'est vrai. Bon, là, c'est le travail fourni dépend du chemin emprunté. Ça c'est faux. Hein. Vous savez que le travail ne dépend pas du chemin suivi pour une force conservative, c'est-à-dire en gros toutes les forces sauf tout ce qui est frottement. Hein. Donc c'était dépend du chemin emprunté, donc c'est faux. Voilà. Et si je remplace si j'inverse tous les signes, qu'est-ce qui se passe? Si j'inverse tous les signes, est-ce que le travail change de signe? Si j'inverse tous les signes, c'est-à-dire qu'en gros, mes charges négatives, imaginez que ça devienne des charges positives, celles que je déplace, et puis la charge A, imaginez que celle-ci maintenant, ce soit des charges positives, et imaginez que les rouges deviennent négatives. On a dit les charges qui sont positionnées là, elles, on s'en fout, on fait comme si elles n'existaient pas. Donc, imaginez que ces charges, la charge que je déplace et l'autre, que j'ai entourée en violet, elle soit positive, et que je les rapproche en passant de la conformation 1 à la conformation 2. Imaginez que je les rapproche, et bien finalement, vu qu'elles sont positives, si je les rapproche, je dois toujours fournir du travail, donc le travail ne change pas de signe. Hein. Je dois en fournir dans tous les cas. Et j'ai deux charges négatives ou deux charges positives, si je les rapproche, je dois fournir du travail. Voilà pourquoi la D est fausse. Je sais que dans le corrigé, il vous a dit une explication plus analytique avec l'expression du travail. On voit que Q est mis au carré. Donc, si la charge est mise au carré, et bien finalement, que la charge soit négative ou positive, ça ne change pas le signe du travail. Voilà, c'est vrai aussi. Et moi, je vais expliquer un petit peu autrement pour que vous ayez deux manières de... Voilà, donc il nous reste une demi-heure pour traiter les autres questions. Ouais. Bon, alors celle-ci, je vais pas refaire le calcul, mais en gros, l'idée, c'était, alors cette fois-ci, c'était pas d'appliquer, c'était surtout c'était de la cinématique. Vous avez vu qu'en cinématique, vous avez pour une trajectoire circulaire à vitesse constante, vous avez l'accélération centipède qui vaut V au carré sur R. Et vu que F égale MA, la force, en fait, elle vaut M V au carré sur R. Ça, pour l'instant, c'est de la cinématique. On n'a pas fait d'électrostatique. Et en fait, il suffisait de dire que cette force, ici, c'était aussi égal à Q1 fois Q2, hein, Q1, Q2, sur 4 pi epsilon 0 fois R2. Bon, avec Q1, c'est la charge de l'électron, Q2, c'est la charge du proton. Donc en fait, c'est la même charge. Hein, électron, proton, c'est la même charge. C'est pas la même masse, mais c'est la même charge. E2 sur 4 pi epsilon 0 R2 égale mv carré sur R. Le R2, on va l'écrire R fois R. Comme ça nous permet, et cela, on va l'écrire R fois 1. Comme ça, on va simplifier ces R là. Et puis du coup, en fait, on a V au carré qui vaut E2 sur M fois 1 sur 4 pi epsilon 0 fois 1 sur R. Puis après, on fait la racine pour avoir la vitesse. Et puis vous trouviez quelque chose, il me semble, comme 2,5, 10 puissance 6. C'était, ouais, c'est ça, 2,10 puissance 6 mètres par seconde. Okay, je sais pas s'il y a des questions pour celle-ci, mais je pense que les autres sont plus intéressantes. Donc, pour moi, que vous ayez quelque chose que vous n'ayez pas compris pour celle-ci. Mais juste le rayon ici, c'est le rayon de bord, c'est ça? Alors voilà, très bonne question, effectivement. Attention, pas, alors, dans les formules, il faut faire gaffe de quoi on parle. Donc, dans l'accélération centripète, A égale V carré sur 4 pi epsilon 0 R, on parle du rayon du cercle décrit par la charge en mouvement. Donc là, le rayon, il se trouve que c'est ça. Et là, dans la formule, Q1 sur Q2 sur 4 pi epsilon 0 R, c'est, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une charge circulaire. Si vous avez Q1 et Q2, ce qu'on appelle R, en fait, c'est tout simplement la distance entre les deux charges. Il se trouve qu'ici, ça correspond au même R. Donc le rayon
autour duquel gravite l'électron. Et effectivement, c'est le rayon de bord, et c'est pour ça que j'ai dit au tout début que dans le formulaire, on allait utiliser cette information. Ok, ça marche? Oui, oui. Ok, donc on va continuer. Alors, celle-ci aussi, on va la faire rapidement pour se concentrer sur l'autre. C'était encore une fois un mélange mécanique électrostatique. Donc, faut pas oublier ce qu'on a vu au premier semestre, qui est que, en fait, je les écris là, je crois, c'est ça. C'est cette équation du mouvement. Hein. Vous avez l'accélération. À partir de l'accélération, vous trouvez la vitesse. À partir de la vitesse, vous pouvez trouver la position. Là, on place un électron à t égale 0. Et on le lâche, on ne vous dit pas, mais oui, il est placé à un instant t égale 0, donc sous-entendu, la vitesse initiale est nulle. Hein, et puis on le place on va dire qu'on le place à x égale à 0. Et pour calculer la distance, on va regarder la position x, x2, hein, qui est la position x à t égale 2 secondes. Donc ça vaut 0, v0 égale à 0. Donc finalement, la position x2 va valoir 1/2 de l'accélération de l'électron fois 2 au carré. Alors encore faut-il calculer l'accélération de l'électron, mais on a cette formule-là. L'accélération de l'électron, elle vaut la force sur la masse. Et la force qui s'exerce sur l'électron, c'est la charge de l'électron, petit e, fois le champ électrique E qu'on vous donne, hein, F égale QE. Donc l'accélération, ça va être petit e, la charge de l'électron, fois grand E, le champ électrique, divisé par la masse. Du coup, votre accélération, vous faites 1/2 fois E sur M fois E fois 2 au carré, qui vaut 4. Donc, je simplifie, vous faites 2 fois E sur M fois E. Donc vous faites 2 fois, et là, E sur M, c'est pour ça que je vous ai dit parfois, au lieu de faire E, M, la calculatrice, E sur M, vous l'avez là, le rapport. Voilà, donc là, on nous dit E sur M, ça vaut 1,76 10 puissance 11, c'est ça? Voilà. Et E, alors attention, E, c'est 10 millivolts, donc 10 fois 10 moins 3 volts par kilomètre. Okay, donc si j'ai 10 fois 10 puissance moins 3 volts par kilomètre, ben, j'en aurai 1000 fois moins au mètre. Parce que le champ électrique E, c'est des volts par mètre. Donc ça vous dit en gros combien de volts vous perdez tous les mètres. Si vous perdez 10 moins 3 volts tous les kilomètres, et bien sur une tranche de 1 mètre, vous allez perdre 1000 fois moins de voltage. Quoi. Donc quand on convertit champ électrique, ça faisait du 10 fois 10 moins 6, et attention, c'est un peu un piège, mais 10 fois 10 moins 6, c'est 1 fois 10 moins 5. Donc là, je multiplie par 10 moins 5. Voilà. Donc ça me faisait, allez, 2 fois 1,75, ça vaut à peu près 3,5 fois 10 puissance 11 moins 5, 10 puissance 6. Voilà. Ok, vous voyez, ça permet d'aller un peu plus vite, ces simplifications qu'on peut faire sur les formules. Après, on peut faire la calculatrice, hein, tout, voilà, mais moi, je trouve que c'est plus... Disons que l'avantage de cette technique, quand vous faites un petit peu, vous voyez votre formule, vous dites, ah bah tiens, il y a 4 fois 1,5, c'est 4 fois 1,5, c'est 2. E sur M, je l'ai déjà dans le formulaire, bah voilà, je prends ça. Et E, c'est ça. Si vous voulez, en fait, vous minimisez le risque de faire une erreur de calcul. Parce que en fait, vous prenez, là, j'ai juste pris 3 nombres, je les ai multipliés entre eux. C'est ça que j'ai fait la calculatrice. Et en fait, je me fais même pas la calculatrice, je pouvais le faire de tête, là, il n'y avait pas de problème. Mais en faisant comme ça, moi, je trouve qu'on minimise son risque de faire des erreurs de calcul, d'oublier une parenthèse dans la calculatrice, mais après, chacun est libre de faire comme il veut. Voilà, et on en arrive au clou du spectacle. Alors, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure de bien, comment dire, de me poser des questions pour l'autre, parce que celui-là, en fait, c'est juste une conséquence directe de ce qu'on a fait tout à l'heure. En fait, si vous avez bien compris l'exo tout à l'heure, vous allez bien comprendre celui-là. Et puis, si c'est pas le cas, ça va être l'occasion de vraiment mettre une couche. Mais en gros, quand il dit question difficile, là, en fait, pas tant que ça. Moi, je trouve que la plus difficile, c'était l'exo. Pour moi, le plus difficile, c'était celui-là. Pour moi, c'était plus tordu. Mais celui-là, vous allez voir qu'en fait, c'est pas plus difficile que l'autre. Si on a juste besoin d'avoir compris une chose, c'est que si je augmente, prenez bien ça, si je multiplie le rayon par 2, alors je divise la norme du champ électrique et de la force par 4. Voilà. C'est juste ça qu'il faut retenir. Si vous avez retenu ça, c'est bon. Donc là, vous avez 4 charges négatives qui sont placées au sommet du carré, et vous avez une charge Q0 qui, elle, est positive et ne vaut pas, attention, ne vaut pas nécessairement l'inverse des charges moins Q. Hein. Ça peut valoir 2Q, plus 2Q, plus 3Q, on ne sait pas. On a une charge tous qui est positive et qu'elle est placée au centre. Nous, ce qu'on veut déterminer la valeur du champ ressenti par la charge Q0 au point O. Ah oui, d'accord. Ouais, donc en fait, ça, c'est une question pour du beurre. Hein, parce que là, ici, au début, initialement, ce qu'on veut, c'est le champ ressenti par Q0.
Donc, le champ ressenti par Q0, si vous voulez, vous avez la contribution de A, plus la contribution de B, plus la contribution de C, plus la contribution de D. On en fait une pour voir ce que ça donne. La contribution de la charge A en ce point O, la direction, c'est ça. Vu que la charge est négative, la direction, c'est ça. Et puis la norme, ce trait-là, on va dire que ça, en norme, ça correspond à du Q sur 4pi epsilon 0 fois cette distance-là. On va l'appeler quoi? On va l'appeler, si ça vous va, la diagonale, on va l'appeler D. C'est pas déjà pris D comme nom? C'est pas le côté du carré, hein, ouais. Diagonale D, donc voilà. Donc là c'est la demi-diagonale, ça. Bref, en fait, on s'en fout. Tout ce qui est important, c'est de voir que ça fait une flèche comme ça. La contribution de B, bah pareil, par analogie, ça fait une flèche comme ça. La contribution de C, une flèche comme ça. La contribution de D, une flèche comme ça. Et quand j'additionne tous ces vecteurs, ben ça s'annule. Hein. Ces deux-là, ils sont opposés, plus ces deux-là qui sont opposés. Donc finalement, le champ électrique généré par les charges A, B, C et D au centre est nul. Et du coup, la force ressentie par Q0 est nulle, puisque F égale Q fois E. Okay, donc ça, c'était la question gratos. Maintenant, c'est là où on va faire un peu de géométrie comme tout à l'heure, avec l'astuce, pas oublier, déterminer l'expression du champ ressenti par la charge au point A est généré par, bien sûr, si on parle de la force ressentie par A, c'est ça, il aurait pu ne pas vous le dire. Hein, en gros, on se met au point A, et on veut savoir le champ, hein, et donc la force. Alors bon, en fonction du vecteur OA, bon, ça c'est un peu comme on veut. Je vais vous l'expliquer un petit peu à ma façon ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Donc là, on ignore ça. En fait, on se met justement en cette position. Donc, on ignore cette charge, si vous voulez. On se met en cette position et on va calculer. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est le champ électrique E, le vecteur champ électrique E en A. Le champ électrique E en A, c'est la contribution de la charge qu'on va appeler petit b, plus la contribution de la charge petit c, plus la contribution de la charge petit d, plus la contribution de la charge Q0. Voilà. En fait, je vais devoir additionner ces 4 champs électriques en A, et je vais additionner mes flèches, comme on a fait tout à l'heure, avec celles qui sont droites, celles qui sont verticales, horizontales, diagonales, etc. Et ça va me donner la somme, quoi. Et en fait, il ne va pas y avoir de raccourci simple, on va être obligé de faire comme tout à l'heure. Hein. Donc, c'est parti. Si on commence par une référence, donc au choix, allez, on va prendre B. Donc là, j'en ai ça pour pas qu'il y ait de confusion. Donc la diagonale, c'est D, et puis le côté, on va l'appeler C1, avec bien sûr D qui vaut C fois racine de 2. Donc si on prend celui-là, là, la contribution de la charge B va créer un certain champ en A qui va être, la norme, ça va être EAB égale Q, enfin moins Q, mais de toute façon, je prends la norme, donc c'est une valeur absolue, sur 4pi epsilon 0 fois la distance qui vaut C. Okay, et ça, je le représente. Alors, par contre, le champ, il va vers, hein, contrairement à tout à l'heure, il va vers la charge, parce qu'ici, c'est une charge négative. Hein. Donc ça, c'est EA créé par la charge B, d'accord? Et on va dire que ça vaut 1, pour faire simple. Hein, vous voyez, lui, il dit en fonction du vecteur OA, bon, moi, je préfère dire que ça vaut 1, et vous verrez que ça va nous simplifier un petit peu enfin, moi, je préfère faire comme ça. Okay. Donc maintenant, ok, ça c'est fait. Done. Maintenant, pour l'autre, hein, je fais la même chose, hein, pour la contribution de C, en fait, ça va être comme ça. Tac. Et puis ça vaut exactement la même chose, puisque j'ai la même charge, moins Q, et je suis à la même distance, ça vaut 1 aussi. Maintenant, la contribution de D. Alors c'est là où je vais vous solliciter. Pour D, j'ai la charge, c'est la même, ok, ça bouge pas. Par contre, la distance, ici, j'ai multiplié, par rapport à tout à l'heure, là, aux charges B ou à la charge C, elle a été multipliée par racine de 2, on est d'accord. Donc le champ E ici, le champ créé par la charge D, en A, bon, vous êtes d'accord, il va être par là, mais en norme, il va valoir combien par rapport à EAB et puis à EAC? Il va diviser par 2. Ouais, exactement. Il vaut un demi, parce que vu que j'ai multiplié la distance par racine de 2, hein, je suis sur la diagonale, et bien EAD, ici, là, si je dis que c'est 1, ça, c'est 0,5. Et c'est toujours dans ce sens-là, parce que c'est négatif. Et maintenant, pour la charge Q0. Alors, quelle est la contribution, hein? Alors, c'est une charge positive, donc le sens va être comme ça. Et maintenant, si je dis que par rapport à ma distance de référence qui vaut C, hein, la distance de référence c'était ce côté du carré, là la distance entre Q0 et A, elle a été multipliée par racine de 2 fois 1,5. Hein, vous êtes d'accord? Donc là, pour Q0, j'ai multiplié R par la moitié de racine de 2, hein, puisque c'est que la moitié de la diagonale. Du coup, E va être divisé par ça au carré. Donc E
va être divisé par 2 sur 4. Donc E va être divisé par 1/2. Donc E va être multiplié par 2. Donc en fait, en norme, par rapport à mon champ de référence pour lequel j'ai pris 1, ici ça va être 2 fois plus grand. Ça c'est EA créé par O. Okay. Donc finalement, si je veux que le champ... Je viens juste un truc là. Parfait. Ouais, voilà, parfait. Voilà, donc finalement, si je veux que le champ total en A soit nul, il faut que ce vecteur rouge compense exactement la somme de ces 3 vecteurs bleus. D'accord ? Donc la somme de ces 3 vecteurs bleus, c'est EAC plus EAB plus celui-là. D'accord ? Ça plus ça, 1 plus 1, on a dit que j'arrive ici, donc ça vaut racine de 2. Et là, j'ai ajouté l'autre qui vaut 0,5 en norme, et qui va dans le même sens. Okay. Donc finalement, en gros, ça vaut racine de 2 plus 0,5, et ça vaut en gros, ça vaut 2. Voilà. Donc, alors bon, certes, Q0 n'est pas égal à Q. Hein. Donc ça, attention, ça c'est les champs électriques. Hein. Ça, c'est les champs électriques que j'ai représentés ici par ces chiffres-là. Okay. Donc, si vous voulez, oui, alors c'est les champs électriques si jamais Q valait exactement la même chose, hein, si vous voulez, que les autres. Donc, qu'est-ce qui est plus grand? Est-ce que c'est racine de 2 ou est-ce que c'est 2 ou est-ce que c'est racine de 2 plus 1/2? 2. Ouais, ça fait combien racine de 2 plus 1/2? Je sais pas, je demande, mais il y a quelqu'un sur la calculatrice peut-être? 1,91. Ouais, ok. Ok, ça marche. Bah, ça veut dire que finalement, le champ total, du coup, il va plutôt vers l'extérieur. Hein. Pour la charge A. Ok. Alors, la question, c'était pas tout à fait ça. Hein. C'était, en gros, quelle valeur je dois donner à Q0? Quelle valeur je dois donner à Q0 pour que ça annule exactement ce champ électrique? Eh bien, en fait, imaginons que la charge Q0 ne vale pas Q, c'est-à-dire la même valeur que les autres charges. Eh bien, en gros, dans mon champ électrique, si vous voulez, si je calcule là, si je mets des expressions, au lieu de raisonner avec 1/2, tout ça, en rouge, ici, j'ai Q0 sur 4pi epsilon 0, alors, en gros, on va dire que j'ai Q0 fois 2 en norme. Ici, en bleu, j'ai Q fois racine de 2 plus 0,5. Okay. Et du coup, si je veux que tout ça s'équilibre, il faut que Q0 fois 2 soit égal à Q fois racine de 2 plus 0,5. Ouais. Donc finalement, il faut que Q0 soit égal à Q fois racine de 2 plus 0,5 sur 2. Ok. En fait, moi, mon astuce, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on n'est pas obligé de se trimballer tout le temps le 1 sur 4pi epsilon 0 fois truc au carré, si vous voulez. En gros, moi, au lieu de me le trimballer toujours, le 1 sur 4pi epsilon 0 c au carré, ou c'est le côté, j'ai dit ça vaut 1. Enfin, j'aurais pu dire que ça vaut n'importe quoi, mais vu qu'il se retrouve partout, ça, je dis que ça vaut 1. Comme ça, après, quand je calcule le champ, celui-là, je dis que ça vaut... j'ai plus qu'à multiplier par la charge, ça me donne le champ directement. J'espère que c'était pas trop confus. Je me rends compte que le fait d'ajouter la charge à la fin, ça va peut-être... Le fait que Q0 n'avait pas la même charge que les autres, ça peut-être ajouter un peu de confusion, mais moi, en tout cas, je trouve ça plus simple en faisant comme ça. Bon, encore une fois, c'est un approfondissement. Je vous ai donné l'enregistrement si ça vous intéresse. L'important, c'est d'avoir compris pour ce cas-là. Et si vous avez bien compris ce cas-là, ensuite, normalement, l'approfondissement, il peut se faire avec la même méthode, et moi, je trouve que c'est plus rapide. Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire de calcul. Alors, on a 10 minutes pour des questions libres, et je sais qu'il y a quelqu'un qui a une question sur la vitesse limite, donc je vais y répondre déjà. Est-ce que vous avez des questions, genre une question chacun? Si vous devez choisir une question, enfin, ou pas, hein, mais disons qu'une question par personne, on va s'autoriser, vu qu'on n'a que 7 minutes. Moi, j'ai juste une question. C'est juste pour l'exercice 7. Du coup, quand on a dit que le point B, on fournit du travail positif pour passer de 1 à 2, c'est parce que les forces, elles sont du même signe. C'est juste ça? Parce que les charges sont du même signe. Oui, les charges. Ouais, si tu as deux charges du même signe, elles se repoussent. Et donc, si tu les rapproches, tu dois fournir du travail. Et tu vois que, il se trouve que ici, la distance qui les sépare, c'est 2 petits d, alors qu'initialement, c'était grand D. Or, 2 petits d, c'est plus petit que grand D, ça c'est juste quelque chose qu'on me dit dans l'énoncé. Hein. Moi, je ne l'avais pas vu au début, je m'étais dit, mais on ne peut pas savoir. Et après, oui, effectivement, on me dit ça, et c'est pour ça que vu que tu les as rapprochés, tu vas fournir du travail. Ok, merci. Autre question? Moi, j'ai une question pour l'exercice 8. Ouais. En fait, est-ce qu'on peut utiliser la formule vitesse est égale à racine de k fois q au carré sur mr? Est-ce que ça, on peut l'utiliser comme règle générale ou c'est juste en rapport avec l'accélération centripète? Attends, V égale quoi? Racine de? V égale racine de k fois q au carré sur mr. Enfin, juste la... Ouais. Ça sort d'où ça?
Enfin, c'est avec cet exercice, on a juste remplacé le Q avec le E parce que c'est la Ah, c'est 1 sur 4 pi epsilon, 1 sur 4 pi epsilon 0, ça. oui, Ah oui, pardon, autant pour moi, j'avais oublié ça. Bah, c'est ce qu'on a fait, en fait. oui, mais est-ce que ça, on peut l'utiliser en règle générale ou juste quand on parle de Alors, ça ne s'applique que à un électron gravitant autour d'un proton, hein. Tu l'avais vu dans quoi, ça, dans le cours? Non, justement, dans l'exercice. Ah oui, d'accord. Mais cette formule-là, elle est dans le formulaire ou? Non, justement, parce que j'avais pas trouvé de formule avec la vitesse, du coup, je me demandais si celle-là, on pouvait l'utiliser. Bah, tu peux l'utiliser, mais le problème, c'est que si elle n'est pas dans le formulaire, tu vas devoir l'apprendre. Ouais. Et puis, elle s'applique que à cet exercice-là, hein. Si par malheur, on te dit que c'est pas un électron autour d'un proton, mais un électron autour d'un noyau qui comporte un noyau de magnésium qui comporte 12 protons, bah, t'es foutu, parce qu'il y a des charges, ça va pas être Q2, ça va être Q fois 13Q. Donc ça va être 13Q2. Pardon, Q fois 12Q, donc 12Q2. Tu vois, donc il faut juste se méfier avec les formules apprises par cœur, quoi. Ok. Et Voilà. sinon, pour la vitesse, on utiliserait quelle formule si on n'avait pas spécifiquement le cas de l'électron? Bah, en fait, si tu veux, là, tu avais la trajectoire circulaire. Donc l'important, c'était de faire le lien entre la formule de l'accélération centripète, où apparaît la vitesse, hein, et l'accélération, et puis l'accélération, enfin, via la force électrostatique. Donc si tu veux, en égalisant les deux, tu trouves la vitesse. C'est ça qui est important. Ok, merci. Autre question? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer à juste cette petite précision pour la personne qui voulait savoir. Cette question, c'était en gros, la question, c'était est-ce que si je prends deux charges positives et que je les laisse comme ça dériver à l'infini, est-ce que la vitesse, donc la dérive comme ça, elle s'écarte bien sûr parce qu'elle se repousse, est-ce que la vitesse augmente jusqu'à l'infini ou pas? Et puis la question, c'est comment on fait pour trouver cette vitesse limite? Et ben on fait le théorème de l'énergie, on fait l'énergie du système, quoi. À l'énergie initiale, il n'y a pas d'énergie cinétique, donc l'énergie mécanique, c'est égal à l'énergie potentielle, qui vaut, on va dire, EP0, quoi. L'énergie potentielle de base, hein, vous faites votre Q sur 4 pi epsilon 0 R pour l'un et pour l'autre, et puis ça vous donne l'énergie potentielle de base. Et puis, quand vous êtes à l'infini, l'énergie potentielle, on a dit qu'elle valait Q sur 4 pi epsilon 0 R, pareil, plus l'autre. Pareil pour l'autre, où R c'est la distance qui les sépare, mais vu que si je suis à l'infini, R devient infiniment grand, donc ça vaut 0. Quand R, si vous mettez R par l'infini là-dedans, 1 sur l'infini, ça vaut 0. Donc à l'infini, c'est EP qui vaut 0, et par contre, votre énergie cinétique totale, pour les deux masses, enfin les deux électrons, ça vaut du coup 1/2 de mv carré, fois 2, parce que j'ai deux particules. Donc finalement, si vous égalisez les deux, vous avez EP0 qui vaut mv carré. Et du coup, vous pouvez dire qu'à la fin, j'ai bien une vitesse qui vaut une certaine limite, qui va atteindre une certaine limite. Vous faites EP sur m, la racine. Voilà. EP0, c'était une quantité finie. Vous divisez par la masse, vous prenez la racine. Ça veut bien dire que si vous laissez des charges dérivées, à la fin, vous aurez une vitesse qui est finie, une vitesse qui est limite. C'est-à-dire vous n'aurez pas la vitesse des charges ne va pas s'expandre à l'infini. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Ambre. Je crois que c'était toi qui voulais poser la question. Mais... Voilà, ok. Bon, bah, on va devoir s'arrêter là parce que du coup, on doit faire le débriefing entre moniteurs. J'espère que ça a été pour vous. Merci beaucoup. Et puis, bonne suite alors, bonne semaine.